En écoutant ces 2 minutes 15 de musique, si vous fallait une référence, si ça vous faisait penser à quelque chose, je pense que plusieurs d'entre vous diraient Webern. Un Webern, cependant, qui ne serait pas sériel, mais au point de vue des sonorités, au point de vue de la répartition des sons et des silences, au point de vue des intervalles, au point de vue des timbres, c'est une pièce qui se réfère un peu à Webern. Or, Morton Feldman, c'est une de ses références, il y en a d'autres. Nous allons explorer ce soir cette fascinante personnalité, et avant de vous parler de lui sur le plan personnel, parce que je l'ai bien connu, je vous dirai quels sont ses grands points de référence. Schoenberg l'intéressait, mais plutôt comme maître de Webern. Et à ce point de vue-là, il avait une attitude différente de celle de Sibelius, qui disait que la meilleure œuvre de Schoenberg, c'était Alban Berg. Et puis, Stravinsky, c'est très important pour lui. Il parlait toujours de Stravinsky en disant « Si vous négligez Stravinsky, vous ne savez pas ce que c'est que utiliser un instrument. » Et pour lui, c'était fondamental. Le maître le plus génial pour l'utilisation d'un instrument, qui ne se trompait jamais dans ce domaine, c'était Stravinsky. Ça, c'est des références qui sont historiques d'ailleurs. Ensuite, Varèse était capital pour lui. Il l'a rencontré à New York quand il avait 20 et quelques années, et il dit « Sans Varèse, je ne serais peut-être jamais devenu compositeur. » Alors, quand on connaît la musique de Varèse, qui est une musique généralement éruptive, violente, brutale même, quel rapport avec cette musique tout en finesse que nous allons entendre toute cette soirée? Eh bien, encore une fois, c'est une musique qui est basée avant tout sur le son. Et notre cycle, qui s'appelle La machine à remonter le son, c'est à explorer divers aspects de cela. Tous les compositeurs que nous avons entendus jusqu'à présent, c'est ça qui est importé. Parmi les gens plus proches dans le temps, John Cage. John Cage est essentiel, ça a été le grand ami. John Cage a réuni autour de lui, vers 1950, quelques jeunes musiciens qu'on a appelés l'école de New York. Il était l'aîné. Les autres étaient plus jeunes. Il y avait parmi eux Morton Feldman, Earl Brown, Christian Wolff, qui est un peu plus jeune encore, qui avait 10 ans de moins, et le pianiste David Tudor. À eux, ils formaient ce qu'on appelle l'école de New York. Nous verrons dans un moment ce que John Cage a apporté à Feldman. J'ajoute que si Feldman disait qu'il n'existerait pas sans Varèse, il faut dire que Feldman n'existerait pas sans John Cage. Mais là, je reciterai Sibelius à propos de Schoenberg. Je trouve que la meilleure œuvre de John Cage, c'est Morton Feldman. Parmi ses contemporains, Stockhausen, il en parlait tout le temps, c'était une obsession. Il admirait Stockhausen et en même temps, il a dit « Mon ambition dans la vie, c'est de faire peur à Stockhausen. » D'une certaine manière, il y est arrivé. Nature complètement opposée, Stockhausen était un esprit conquérant, totalitaire. Morton Feldman cite une réflexion de Stockhausen qui est typique de ce qu'était Stockhausen. Stockhausen disait « Quand des gens s'enferment dans un cercle pour m'exclure, je trace un cercle plus grand autour de moi pour les inclure. » C'est une attitude à la fois de communication et imposer sa présence. Et Stockhausen, qui avait une grande admiration pour Feldman, lui a demandé un jour, mais ton secret, qu'est-ce que c'est? Comment tu fais pour produire ces musiques? Eh bien, Feldman a répondu, je respecte les sons. Les sons, c'est comme des personnes, il faut les respecter. Si tu bouscules les sons, si tu les violentes, ils vont te violenter et te bousculer à leur tour. Moi, je les bouscule, je les violente jamais. Et Stockhausen n'a plus que questionner, même pas un tout petit peu. Il est mort le 3 septembre, c'est ça, oui. Donc, moins de 2 mois plus tard. Quand je l'ai vu, il était déjà fort malade. Il a été emporté brutalement par un cancer du pancréas à évolution rapide. En 3 mois, il est parti. Quelques semaines avant de venir à Middelburg, il était encore en très bonne santé.
Et puis brusquement, il y a eu ce cancer du pancréas qui ne pardonne pas. C'est un des cancers les plus douloureux et les plus rapides, malheureusement. Et donc il est mort à 61 ans seulement. C'était pas vieux. Malgré quoi, il a pu lui laisser une magnifique production de plus de 200 œuvres. L'homme. Un homme massif. Pas obèse du tout. Massif, corpulent, très fort, assez grand. Et d'une certaine manière, mon souvenir, tout était gros en lui. Des gros traits de visage, une chevelure noire ramenée en arrière, avec des cheveux noirs longs et un peu gras. Surplombant un front étrangement bas, un petit front. Un gros nez, de grosses lèvres, de grosses lunettes, finalement de gros yeux. Tout était imposant, tout était importante dimension en lui. Une bouche découvrant des dents dont le rire était tour à tour amusé et parfois carnassier aussi. C'est un homme qui pouvait être, je dirais pas méchant, mais qui pouvait, il avait un fort esprit de répartie, il n'aimait pas qu'on pousse dans ses retranchements. Et un accent de Brooklyn, Matimi, l'accent juif de Brooklyn, inimitable et reconnaissable entre tous. C'est un homme qui adorait parler. Il nous faisait des cours, mais est-ce qu'on peut appeler ça des cours? Pour moi, c'était un spécialiste de la maïeutique. Alors la maïeutique, c'est ce que faisait Socrate, il y a plus de 2000 ans, c'est l'art d'accoucher les esprits. Et comment accouche-t-on les esprits? En provoquant les auditeurs, en leur posant des questions et en leur faisant se poser des questions. Il y a certains auditeurs qui l'avaient se poser parce qu'ils disaient maintenant, j'écoute vos questions. Et quand les questions venaient, ils ne répondaient pas, ils répondaient par une autre question concernant autre chose, pour faire rebondir la discussion. C'est comme ça qu'on devient intelligent. Autrement dit, pour être son élève, il fallait avoir une solide indépendance d'esprit. Il fallait ne pas être timoré, il fallait être capable d'attraper au vol des éclairs d'intelligence. À ce point de vue-là, un autre grand compositeur, pédagogue également, c'était Franco Donatoli. Et là aussi, c'était un enseignement chez Donatoli presque négatif. Il répondait par le contraire à ce qu'on lui demandait, et en même temps, il stimulait votre esprit, votre intelligence, en vous forçant parfois de modifier votre raisonnement. Boulez a fait ça ensuite dans sa troisième sonate, dans le célèbre Klavierstück 11, mais Morton Feldman, à une échelle beaucoup plus restreinte, la pièce dure 2 minutes, l'a fait avant cela. Ça me rappelle toujours qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. J'ai eu l'occasion de voir un manuscrit extraordinaire. C'est l'esquisse préalable du final de la 103e symphonie de Haydn. À quoi peut ressembler l'esquisse préalable d'une symphonie de Haydn? Eh bien, une grande feuille de papier avec une trentaine de microstructures de 1, 2, 3, 4 mesures, pas dans l'ordre, reliées par des flèches. C'est extraordinaire de se dire qu'un compositeur aussi strict de structure et de forme qu'Haydn composait comme cela. Il étalait sur sa feuille diverses structures et puis il trouvait un itinéraire pour les relier entre elles. Eh bien, dans le cas de Morton Feldman, simplement, il n'y a pas de flèche. L'ordre est libre. Comme exemple précoce de cette manière, de cette attitude à l'écoute du son, écoutons ce que ça donne. Intermission 6 pour le piano de 1951.